Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pendant que le monde se ferme, que les médecins, les infirmières luttent jour après jour, pendant que les banques centrales injectent des centaines de milliards pour tenter d'enrayer la crise économique, dans l'ombre, c'est une autre bataille qui se joue, une course contre la montre que mènent les chercheurs du monde entier pour trouver en urgence un traitement et peut-être même un vaccin. Des tests sont déjà en cours. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Institut Pasteur. Il a débloqué 5 milliards pour la recherche. Donald Trump, lui, vient tout juste d'annoncer que les États-Unis approuvent désormais un traitement antipaludéen contre le coronavirus. Alors, où en est-on vraiment de la connaissance de ce virus? Y a-t-il des traitements prometteurs? Combien de temps faudra-t-il pour que la science vienne en aide à des nations déboussolées? Vaccin, traitement, c'est pour quand? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le professeur Karine Lacombe. Vous êtes infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Géraldine Zamanski, vous êtes journaliste au magazine de la santé sur France 5. Et avec nous en liaison aujourd'hui, Jean-Paul Hamon, le docteur Jean-Paul Hamon. Vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Et je précise que depuis lundi, vous savez que vous avez le coronavirus et on vous remercie d'être avec nous en direct ce soir. Enfin, le professeur Bruno Lina, vous êtes virologue au CHU de Lyon. Vous êtes chercheur responsable du Centre national de référence sur les virus des infections respiratoires. Un grand merci à vous tous d'être avec nous en direct ce soir. Et pour vous remercier, on a un cadeau, nous les Français. Écoutez ça. C'est chaque soir à 20h. Chaque soir à 20h en France, partout en France, des applaudissements pour remercier les infirmières, remercier les médecins, les infectiologues, les généralistes, remercier tout le corps médical qui se mobilise pour lutter contre la maladie, aider les patients au quotidien. Ça fait chaud au cœur, le professeur Karine Lacombe, d'entendre ça? Oui, je suis très émue. On a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup d'autres types d'aides. Par exemple, on nous apporte des repas à midi, des services de restauration, des traiteurs nous apportent des repas à midi. Vraiment, on se sent très soutenu et j'avoue qu'on est extrêmement ému, vraiment. On sent tout le monde derrière tout le monde derrière comme nous, le temps qu'on consacre aux autres, on se rend compte qu'on est remercié de tout ça. Et oui, c'est chaleureux. Ça fait du bien de l'entendre. Jean-Paul Hamon. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai ma petite larme. C'est vrai que ça fait du bien parce que que les patients nous soutiennent, c'est une bonne chose parce que en face, là, on se sent pas très soutenu par des gens qui seraient censés nous protéger. Donc, ça fait du bien. À qui vous pensez quand vous dites ça, Jean-Paul Hamon? Je pense au gouvernement qui est pas foutu de nous donner le matériel nécessaire, qui nous fait aller au casse-pipe avec des masques qui sont des passoires et qui sont pas fichus de nous donner des masques FFP2, voire des lunettes quand on voit des gens. Et quand on voit que dans des services de réanimation, il y a 30% du personnel qui sont contaminés, je pense que ces applaudissements font du bien. Parce qu'on voit dans quel état de bricolage le système de santé est, et j'espère qu'ils vont prendre conscience qu'il faut réformer tout ça. Et je rappelle que c'est parce que vous étiez en consultation avec un patient malade que vous êtes aujourd'hui contaminé. En visite à domicile. En visite à domicile, et vous aviez un masque, c'est ça, au moment de la visite, ou vous n'aviez pas de masque? Oui, mais je l'ai mis trop tard. Trop tard. Bruno Lina, un mot sur ces applaudissements. On applaudit aussi la recherche, aussi les chercheurs qui bataillent contre ce virus. Oui, non mais absolument. C'est vrai que c'est toute chance, ça fait plaisir. Je peux vous dire qu'effectivement, nous aussi, vous savez que j'ai un labo hospitalier et puis un labo de recherche. Et on a reçu des pizzas aujourd'hui pour le déjeuner. Donc c'est très agréable. Ça touche beaucoup le personnel qui est sous pression, qui travaille pratiquement 24 heures sur 24 pour apporter des diagnostics, pour aider à la prise en charge des patients, permettre de dire à ceux qui ne sont pas infectés qu'ils ne le sont pas, et permettre d'améliorer le suivi des patients pour lorsque malheureusement on trouve une infection. Donc c'est vrai que c'est flatteur et agréable. Flatteur et agréable. Géraldine Zamanski, on voit cette mobilisation des Français d'un côté, des Français qui se confinent tant bien que mal, même si le président de la République aujourd'hui
a fait un peu la moue, considérant que les Français ne faisaient pas suffisamment pour respecter ce confinement. Et il a dit clairement aujourd'hui, le président de la République, eh bien, que ça allait durer plus que prévu. Il a expliqué que le confinement obligatoire, vraisemblablement, serait prolongé. Oui, à vrai dire, les spécialistes avec qui on travaille depuis le début de l'émission, de l'épidémie plutôt, nous avaient déjà prévenus. On n'ose pas trop casser le moral même de nos proches en leur disant les durées qu'on nous annonce. Mais oui, bien sûr, ça risque de durer beaucoup plus longtemps étant donné déjà le nombre de patients qui ont été atteints. Mais c'est vrai que des moments comme ça, c'est aussi bon, je pense, pour les personnes confinées parce qu'on partage, moi j'y étais à 20h sur mon balcon, et on partage quelque chose aussi ensemble d'un moment où on n'est plus seul non plus. Donc je pense que tout ça compte aussi. Sur la durée du confinement, on ne peut pas dire les vrais chiffres, on ne peut pas dire que ça va durer plus qu'un mois. Est-ce qu'on le sait d'ailleurs ? Non, on ne le sait pas vraiment. Enfin, après, les modélisations montrent qu'il faut au moins une période de plus de 15 jours en tout cas, probablement 4 semaines, voire 6 semaines. Ça va vraiment dépendre de l'intensité du confinement et de l'efficacité du confinement. Pour l'instant, je dois dire qu'on a eu plusieurs scènes qui montrent qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que le confinement. On continue de voir des gens qui déambulent 2, 3, 4 personnes dans la rue. On se rend compte, même parfois plus, on se rend compte que le concept de confinement est à géométrie variable pour beaucoup d'entre nous. Et tant qu'on n'aura pas appliqué de façon très stricte le confinement, on va avoir du mal à voir une incidence, un impact du confinement sur la courbe de l'épidémie. Et tant qu'on ne voit pas de vrai impact, eh bien, le confinement va se poursuivre. Jean-Paul Hamon, sur cet aspect-là. En même temps, ce qu'on demande aux Français en ce moment, comme ce qu'on a demandé aux Italiens, aux Espagnols, est absolument inimaginable. C'est-à-dire qu'on leur demande en 24 heures de ne plus sortir de chez eux. Alors ils se disent, si je peux aller faire un footing, si je peux aller marcher un peu avec une amie. Est-ce que, de quel côté vous êtes ? Vous êtes du côté de ceux qui disent, c'est en train, ça va de mieux en mieux, ou est-ce que vous êtes de ceux que ça met en colère ? Écoutez, moi je suis pour que les gens respectent le confinement, mais en même temps, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas respecter le confinement en leur demandant d'aller voter 4 jours avant. C'est clair qu'un peu de cohérence, ça saurait mieux aider les Français à comprendre la nécessité d'un confinement. Et il faut qu'ils se confinent. Et Bruno Lina, sur le confinement, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre option possible. Les Italiens viennent d'annoncer aussi une prolongation de la durée du confinement. Le confinement, c'est comment dire, une consigne qui a été donnée, mais cette consigne, finalement, elle ne marche que si elle est appliquée. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de retours. Je vois, par exemple, à Lyon, il y a des gens qui se promènent sur les voies sur berge du Rhône. Il y a pratiquement une densité de population qui est quasi la même qu'avant le confinement. C'est pas raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appliquent assez strictement ce confinement. C'est en particulier les personnes qui sont fragiles, parce qu'elles ont compris qu'il y avait un enjeu. Et finalement, ceux qui devraient être confinés, participer à cet effort, ne le font pas à la hauteur de ce qui est attendu. Donc, il y a 2 réponses possibles. C'est soit il y a une prise de conscience, et à ce moment-là, on voit qu'effectivement, on a une tendance vers un meilleur confinement, et de fait, l'action de confinement va avoir un impact sur l'épidémie. Soit ce n'est pas appliqué comme il faut, et à ce moment-là, on va avoir une difficulté dans la durée, et peut-être des durcissements. Enfin, c'est quelque chose que, vraiment, aujourd'hui, il faut apprendre aux gens ce que signifie vraiment le confinement. Alors, c'est pas à peine sortir, et pas sortir. Je vais vous poser une question toute simple que se posent peut-être les gens qui nous regardent ce soir et qui se disent on est cloîtrés dans nos appartements, parfois en famille, etc. C'est pas toujours facile. En quoi c'est prendre un risque que d'aller se promener, par exemple, sur les quais de Saône, puisque vous êtes à Lyon. On a appris cet après-midi justement que les quais à Bordeaux seront désormais fermés, que les plages, certaines plages de Méditerranée seront fermées, certaines plages dans le Morbihan. Est-ce qu'on prend un risque en allant se promener à 2 pour s'aérer, par exemple, sur les quais de Saône ? On ne prend pas un risque, on fait prendre un risque à tout le monde. C'est ça le truc. C'est que ce n'est pas un risque individuel, c'est un risque collectif. Et si on n'applique pas comme il faut les mesures de confinement,
on maintient les chaînes de transmission interhumaines et à un moment donné, cette chaîne de transmission, elle va toucher un fragile, elle va toucher quelqu'un qui va finir en réanimation et qui va finir par décéder de cette infection. Donc c'est là où l'enjeu du confinement est tellement important. C'est que c'est le seul moyen que l'on a actuellement, en l'absence de traitement et en l'absence de vaccin, de casser les chaînes de transmission pour maîtriser la dynamique épidémique. Alors, je pose vraiment des questions très simples, hein, mais par exemple, quand on croise quelqu'un en faisant son footing sur les quais de Saône ou les quais de Seine ou ailleurs, on risque une contamination ? Alors, quand on croise quelqu'un, objectivement, on ne risque pas une contamination. Mais c'est pas ce que l'on voit. Parce que si vous croisez 350 personnes et qu'il y en a 5 ou 6 qui sont contaminés, à ce moment-là, le risque augmente que vous soyez infecté. Et quand vous allez rentrer dans votre cellule familiale en vous étant infecté, vous allez contaminer toute la cellule familiale. Et on voit que finalement, on ne casse pas la dynamique de l'épidémie si on a des contaminations aléatoires qui surviennent comme ça. Donc si individuellement, on est capable de comprendre qu'il faut qu'on le reste à l'intérieur pour contenir cette distanciation sociale qui est compliquée. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple, mais si on ne comprend pas qu'on a cet effort à faire sur une durée qui va, vous avez raison, probablement durer un peu plus de 2 semaines, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, et de fait, il va y avoir des décès. Ce soir, nous allons parler d'éventuels traitements, d'éventuels vaccins. Vous diriez les uns et les autres, je vais prendre chacun votre réponse, que avant tout cela, le seul traitement aujourd'hui dont on dispose, c'est de rester à la maison. Exactement. Bah oui, c'est la distanciation sociale. Ça porte bien son nom. On se met à distance de toute interaction sociale. Alors, on vient d'apprendre cet après-midi, je le disais en débutant cette émission, que les États-Unis approuvent un traitement antipaludéen contre le coronavirus. Faut-il se réjouir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reste avec vous, Bruno Lina. Alors, en fait, c'est aujourd'hui, en termes de stratégie médicamenteuse, on a plusieurs pistes qui sont en cours d'évaluation. Et parmi ces pistes, il y a effectivement l'utilisation potentielle d'un certain nombre d'antipaludéens, en l'occurrence la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Ces produits sont en évaluation de la même façon qu'un autre produit qui s'appelle le Remdesivir, qui est un antiviral, et un autre qui est un médicament du VIH qui est recyclé, qui s'appelle l'opinavir-ritonavir, et qui sont aujourd'hui en essai clinique en France. Donc on va voir ce que ces médicaments donnent. Les données que l'on a, objectivement, c'est que dans un tube à essai, c'est-à-dire pas chez l'homme, il y a une certaine efficacité de ces produits vis-à-vis des virus. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'inhiber la multiplication des virus dans un tube à essai. Lorsque l'on essaye de voir les données que l'on a sur un modèle animal et chez l'homme, on n'a aujourd'hui aucune donnée robuste sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. On a une publication qui vient de sortir aujourd'hui sur l'association lopinavir-ritonavir qui a été testée en Chine et sur un nombre important de patients qui montre un résultat très mitigé. Et on a sur le Remdesivir des données qui sont encore très parcellaires et pas vraiment de résultats objectifs. Alors, donc on voit qu'on est très démunis, mais qu'il faut qu'on fasse des évaluations. Alors, on va revenir sur tout ce que vous nous avez expliqué dans le détail. Je voudrais juste, pour bien préciser, qu'est-ce que ça veut dire lorsque les États-Unis approuvent un traitement antipaludéen contre le coronavirus ? Ça veut dire qu'ils considèrent que ce traitement-là est efficace ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la FDA, c'est l'organisme indépendant américain qui donne l'autorisation d'utiliser un médicament. Un médicament est développé pour une indication. Si on veut le donner en dehors de cette indication, il faut que ce soit approuvé par l'organisme de régulation. Et la FDA, donc cet organisme américain, a décidé d'approuver la chloroquine comme un médicament pouvant être utilisé dans l'infection à coronavirus, alors que jusqu'à présent, la seule
indication, enfin pas la seule, mais l'indication majoritaire, c'était contre le paludisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, très rapidement, alors ça veut dire qu'en l'absence d'autres médicaments et en l'état actuel des connaissances, eh bien, ils considèrent qu'on ne sera pas hors la loi si on utilise ce médicament pour traiter le Covid-19. Alors, on va poursuivre cette discussion. On l'a dit, l'Italie a choisi de prolonger sa période de confinement. La France devra sans doute faire de même. Éviter les contacts, le temps alors qu'aucun traitement n'est aujourd'hui considéré comme efficace pour lutter contre le virus. C'est bien l'enjeu de la bataille que mènent depuis des semaines les chercheurs du monde entier, alors qu'une molécule a retenu l'attention, vous venez de nous le dire, et notamment d'un infectiologue marseillais, Victoria Rouxel et Christophe Roquet. Dans la course au traitement contre le Covid-19, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, le Plaquenil, un antipaludéen dérivé de la chloroquine. Ce lundi à Marseille, le professeur Didier Raoult, infectiologue, présentait les résultats d'un essai clinique mené sur 24 malades. Vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du Plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. Le Plaquenil, un traitement composé d'hydroxychloroquine, une molécule déjà testée en Chine contre le coronavirus. On a proposé rapidement de faire une prise en charge des patients étant infectés par ce coronavirus, par l'hydroxychloroquine, à la posologie que moi je connais, que je pratique depuis 25 ans, qui est de 600 mg par jour. L'hydroxychloroquine est un médicament extrêmement toléré qui est donné parfois pendant 10-20 ans à des gens qui ont des maladies inflammatoires. Suite à ces résultats, Sanofi annonce le lancement prochain d'une étude nationale sur le Plaquenil. Mais la prudence reste de mise. Sanofi rappelle que ce médicament est à manier avec grande précaution et peut entraîner des effets secondaires chez certains patients. On n'est pas dans le médicament miracle, on est encore dans un stade beaucoup trop préliminaire et puis ce sont des médicaments qui ont un bénéfice mais qui ont aussi des risques et donc il faut qu'on puisse monitorer ça très sérieusement. La semaine dernière, l'INSERM annonçait le début d'un essai clinique mené sur 800 patients infectés. Parmi les médicaments testés, un antiviral utilisé contre Ebola. De la France à la Chine, de l'Australie aux États-Unis, les laboratoires du monde entier sont mobilisés pour trouver un vaccin. Certaines équipes scientifiques travaillent sur une nouvelle technologie. La méthode consiste à synthétiser une protéine du coronavirus, la protéine S, qui lui permet de s'accrocher aux cellules. Cette protéine de synthèse est ensuite injectée dans le corps d'un patient sain. Objectif, déclencher une réaction immunitaire et créer des anticorps reconnaissant cette protéine. En Allemagne, le laboratoire CureVac se dit confiant sur le développement prochain d'un de ces vaccins. On a maintenant une plateforme qui nous permet de répondre rapidement aux nouvelles menaces. Donc on espère que cette nouvelle technologie, dite à ARN, est un moyen rapide d'apporter des solutions. CureVac se dit en mesure de lancer les premiers tests cliniques dès juillet et de mettre ce vaccin sur le marché à l'automne. Une annonce qui aurait attiré l'attention de Donald Trump. Selon la presse allemande, le président américain aurait proposé $1 milliard pour s'emparer de ce vaccin au bénéfice exclusif des États-Unis. Du côté de l'Institut Pasteur en France, les scientifiques cherchent à modifier le vaccin contre la rougeole pour lui faire adopter des caractéristiques du coronavirus. Objectif, proposer un vaccin pour l'été 2021. Ça prend un peu plus de temps que des nouvelles technologies de vaccins ADN ou vaccins ARN qui, elles, sont censées être rapides, mais peut-être ne finiront jamais chez l'homme. L'ADN, on le teste depuis 25 ans et il n'y a rien qui marche chez l'homme encore. Donc on ne voit pas pourquoi ça marcherait mieux pour le corona que pour d'autres. Donc nous, on préfère, c'est un petit peu plus long, ça va nous prendre une petite année de faire tout ça, mais on est sûr qu'au bout d'un an, on peut fabriquer 10 millions de doses s'il y en a besoin. La compétition est rude. Lundi, un laboratoire américain déclarait avoir injecté une première dose de vaccin à un volontaire aux États-Unis. Le lendemain, ce sont les autorités chinoises qui annonçaient à leur tour le début d'essais cliniques sur des patients humains.
Alors, nous allons essayer ensemble ce soir de savoir précisément où est-ce qu'on en est, à la fois sur les traitements et de l'autre côté sur la recherche d'un vaccin. Mais cette question qui nous est posée, ce soir, chercher un vaccin, c'est bien, trouver un médicament, c'est plus urgent, non ? Bah oui, enfin, disons que le médicament, ça va traiter les malades maintenant, alors que le vaccin, ça va prévenir une prochaine possible épidémie, c'est-à-dire probablement l'hiver prochain, quand le cycle des saisons va revenir, parce que c'est un virus respiratoire et on sait que c'est très lié au cycle des saisons. Donc l'urgence, si on veut traiter les malades d'aujourd'hui, c'est de développer des médicaments et puis dans un second temps, de pouvoir mettre au point une prévention vaccinale. Alors, si on commence par la question du traitement, vous nous avez tout à l'heure fait un petit point sur les traitements, notamment des antipaludéens. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire que, puisqu'on a compris que sur les vaccins c'était très long, de bonnes raisons de croire qu'on pourrait avoir un traitement à l'été, Bruno Lina ? Je veux dire, est-ce que ça peut aller plus vite que la mise au point d'un vaccin ? Potentiellement, oui. Mais on n'a pas de certitude parce que pour avoir un traitement, il faut avoir des candidats. Donc c'est aussi une des logiques qui a été développée en France, c'est sur la base de l'essai clinique qui est en cours, si jamais on a des nouveautés qui sortent du laboratoire avec certaines hypothèses et molécules qui sont identifiées, et il y a une douzaine de molécules actuellement qui peuvent être testées. Dès qu'on a des données suffisamment robustes au laboratoire, on pourra les proposer au moins dans une étude pilote et puis peut-être pour s'inclure dans cet essai. Donc ça nous permettra finalement d'aller assez vite parce qu'on est déjà calé pour produire un essai clinique qui va nous donner des éléments robustes d'évaluation de l'efficacité ou de l'inefficacité du traitement qui sera proposé. Donc vous avez raison, il faut qu'on puisse activer ce levier du traitement le plus rapidement possible parce que ça va donner une réponse immédiate pour la prise en charge des patients. Le vaccin, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ce sera la deuxième ligne de protection qui sera complémentaire. Pardon, sans entrer dans le détail, le traitement, il vise à rendre le virus moins agressif, à soigner les dommages qu'il peut y avoir, notamment les dommages pulmonaires. Comment est-ce que dans la recherche qui est en cours en ce moment au niveau mondial, comment est-ce qu'on réfléchit sur ce virus ? Toutes les pistes sont ouvertes peut-être d'ailleurs ? Oui, absolument. Toutes les pistes sont ouvertes et c'est des réflexions collectives avec plusieurs pays qui sont toujours autour de la table. L'essai dont je vous parle, c'est un essai européen. Donc on a plus de 3000 patients qui sont prévus dans l'inclusion de cet essai. Et à chaque fois, on essaye de poser plusieurs questions. Cette maladie, elle est dans un premier temps une maladie virale, et puis après, elle devient une maladie immunopathologique, parce que le virus induit une stimulation immunitaire extrêmement importante. On fabrique ce qu'on appelle des protéines inflammatoires en grande quantité, des cytokines en particulier. Et à un moment donné, le virus disparaît de l'organisme, mais continue à provoquer, du fait de ce processus inflammatoire, des lésions, et en particulier au niveau du poumon. Et donc, il faut qu'on arrive à monter une stratégie thérapeutique qui soit dans un premier temps antivirale, puis probablement protectrice contre la réponse inflammatoire. Et c'est donc deux produits différents. Géraldine Zamonski, on voit bien que donc, tout le monde travaille, tous les laboratoires y sont en ce moment. Le président de la République vient d'annoncer 5 milliards pour la recherche en France. On est plutôt bien placé en la matière. On a ce soir des éminents médecins à nos côtés. Oui, je crois, en fait, sans vouloir lancer des fleurs à Bruno Lina. Ah si, allons-y. On a eu de la chance en France, même si la recherche a été pas mal délaissée ces dernières années, il y a au moins des centres comme ça de référence qui ont été préservés. Donc en fait, si Pasteur et Lyon sont comme ça un peu en tête de pont, c'est parce qu'effectivement, ils ont continué à chercher des éléments sur ces coronavirus. Et en fait, pour peut-être un peu aider les gens à comprendre, la chance qu'on a dans notre malchance, parce que c'est quand même vraiment infernal ce virus, c'est qu'il y a des points communs en fait entre les virus. Parce qu'on parlait du Remdesivir tout à l'heure, il a été conçu contre Ebola. Donc on a parlé des doubles molécules au nom un peu compliqué qu'évoquait Bruno Lina. Ça a été donc créé contre le VIH. Et en fait, voilà, on peut essayer d'utiliser ces produits parce qu'ils vont intervenir aussi dans la chaîne en fait, que le virus met en place pour réussir à rentrer dans une cellule et à y créer une vraie usine pour proliférer. Donc voilà, on essaye de l'attaquer aux différentes étapes et on se sert comme ça des molécules qui ont déjà plus ou moins fait leurs preuves par ailleurs
pour essayer d'attaquer ce virus. Et puis, la chance qu'on a aussi, c'est que, donc, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais Bruno Lina, il cherche même parmi les médicaments qui existent déjà dans d'autres maladies, des pistes qui sembleraient être aussi assez prometteuses. Jean-Paul, un mot sur cette recherche-là. Vous qui êtes, je le rappelle, en ce moment même malade, vous, votre traitement actuellement, c'est quoi? C'est du paracétamol? C'est paracétamol, tisane, bouillon de légumes, thé léger. Ça marche pas mal non plus. En espérant qu'il n'y ait pas de complications. Donc, pour le moment, je me console en disant que 98% des gens qui font ce virus en guériront complètement sans séquelles. J'espère en faire partie. Vous espérez? Vous êtes à combien de jours? Il paraît que c'est au 8e jour que les choses sont plus compliquées. Ouais, je suis au 5e jour. Moi, je suis au 5e jour. C'est ça. Je suis au Donc, 5e jour. même quand on est médecin, il y a une part d'angoisse, naturellement. C'est-à-dire, on connaît les complications. Hein. On connaît les complications, même si, quand on est patient, vous savez, quand on vous dit que de 98% des gens guérissent, ça veut dire qu'il y a 2% qui n'en guérissent pas ou qui ont des séquelles sévères. Donc, vous savez, il n'y a pas besoin de savoir les séquelles pour être carrément inquiet. Mais quand on est de l'autre côté, de la barrière, c'est vrai que on comprend mieux l'angoisse un peu des patients. Ça fait pas de mal. Si ça se passe bien, ça sera une bonne expérience. Bruno Lina, on sait que les médecins qui sont actuellement dans les hôpitaux sont aussi dans une course contre la montre. Comment est-ce que vous vivez cette pression? Vous entendiez à l'instant Jean-Paul Hamon qui dit je me soigne avec du paracétamol et de la tisane. On espère que ça va changer le plus vite possible. Il y a une pression sur les chercheurs aujourd'hui du monde entier. Et comment elle s'exprime? Ou est-ce que vous continuez à travailler, j'allais dire, sereinement? Non. On n'est pas serein, non, pas du tout. En fait, on est dans une course effrénée. Et il faut bien comprendre que c'est collectivement une course effrénée de beaucoup de monde. Et de temps en temps, on se rend compte qu'on se comporte un petit peu comme des fous. Parce que je peux vous dire que les équipes dorment peu et que ça fait 2 mois qu'ils dorment peu. Donc, c'est vraiment... Voilà, il y a un investissement massif à la fois sur le volet de la recherche, sur le volet du diagnostic, sur le volet de la prise en charge des patients. Moi, je vois mieux le côté du laboratoire, mais pour vous expliquer simplement ce qui se passe chez nous, ici, dans le laboratoire de virologie des Hospices civils de Lyon, on a un virus qui n'existait pas en France au moment de l'immersion. Alors, on vous a un petit peu perdu, Bruno Lina. Est-ce que vous êtes de nouveau avec nous? C'est la liaison qui est un peu difficile. Oui, je suis navré. Oui. On a le son. Alors ça va si on a le son? Je m'en... Voilà. Donc, Alors on va essayer de vous rappeler, parce que ce sera plus simple, les notions sont un peu plus complexes, donc il vaut mieux avoir et l'image et le son. Vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Alors... Est-ce qu'il n'aurait pas cette télé allumée? Alors, est-ce que vous n'auriez pas votre télé allumée? On est obligé de faire la technique en même temps? Non. Alors, juste, on va essayer de régler ce problème technique. Je reviens avec vous, Géraldine Zamanski. Il y a des tests qui sont aujourd'hui gérés uniquement par la France, ou est-ce que tous ces services-là dont on parle ce soir travaillent de concert? Est-ce qu'en gros, on perd du temps à faire 2 fois la même chose, ou est-ce que vraiment il y a une coordination? Moi, je peux juste te dire que oui, c'est ce qu'on nous a présenté, mais vous en parlerez mieux que moi. La semaine dernière, on nous a vraiment annoncé une coordination européenne, et c'est aussi pour ça qu'entre guillemets, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais il y a déjà eu des traitements quand même qui ont été commencés. On n'a pas laissé les patients tout seuls, mais je pense que vous le direz beaucoup mieux. Catherine Lacombe. Oui. Alors, effectivement, au niveau de la recherche, il y a une coordination européenne qui a été lancée. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle des études de cohorte pour voir un peu l'histoire naturelle de la maladie chez les personnes qui sont peu gravement atteintes en réanimation, pour essayer de mieux comprendre quels sont les symptômes engendrés par cette infection. Et puis, il y a aussi toute une coordination au niveau de la recherche avec un effort européen de financement extrêmement rapide de recherche, que ce soit sur les médicaments, mais également sur les vaccins, mais également sur les comportements. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais tout ce qui est recherche en sciences sociales, par exemple, comment vivre, comment se passe le confinement, la modélisation, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est toute la recherche statistique sur l'impact du confinement ou autres mesures de traitement, etc., sur l'évolution du virus. Donc il y a beaucoup d'efforts collectifs sur la recherche qui sont menés actuellement. Est-ce que ça avance?
Est-ce que vous avez... oui. Parce que, encore une fois, mettons-nous à la place, et vous savez le faire au quotidien, naturellement, des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent « mais ça va durer encore longtemps ». Est-ce qu'on a au moins une raison d'espérer qu'on puisse avoir un traitement qui réduise les effets de la maladie à moyen terme? Est-ce qu'il y a une molécule particulièrement qui intéresse les scientifiques? Est-ce que c'est des avancées qui sont très lentes? Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme le président l'a dit sur le confinement, il va falloir être patient? Ou est-ce que vous dites, sur la question du traitement, ça peut aller assez vite? Alors, c'est vrai que quand on prescrit un traitement à un patient, on a deux impératifs. D'abord, que le traitement ne soit pas plus délétère que la maladie. Donc, que le traitement, ça, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est très important. On veut aller très vite, évidemment. On veut soigner les gens. Encore faut-il que l'on ne soit pas responsable d'effets secondaires graves du médicament. Et c'est en ce sens, par exemple, que l'utilisation larga manu du plaquenil, donc cette hydroxychloroquine, sans faire attention aux effets secondaires potentiels, exactement, sans faire attention aux effets secondaires potentiels qui relèvent, par exemple, de la tolérance cardiaque, ne soit pas contrôlée. Voilà, il faut faire très attention. On veut aller vite, mais pas au mépris de la sécurité du médicament pour le patient. Puis la deuxième contrainte, bien sûr, c'est l'efficacité. Il faut donc se donner les moyens de montrer que ce médicament est plus efficace que ne rien faire en dehors des soins de support habituels pour les infections virales. Et on en est où dans ce processus-là? Puisqu'il y a des tests qui sont déjà en cours. Il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. Le professeur Lina a parlé de ce grand essai européen où on a plusieurs groupes de patients sur lesquels on va regarder la tolérance et l'efficacité de plusieurs stratégies de traitement. Et en particulier, si on revient très rapidement sur l'histoire naturelle de la maladie, parce que ce que M. Lina a dit est très important. On a vraiment deux types de symptômes. On a les symptômes qui sont dus à l'infection virale. Un patient a beaucoup de virus. Il va faire beaucoup de fièvre, etc. Donc quand on a beaucoup de virus, ce que l'on veut, c'est développer un médicament contre le virus. C'est par exemple le cas du lopinavir plus le ritonavir, c'est le cas du remdesivir, etc. Et puis ensuite, on a ces autres malades qui, après avoir eu cette infection virale, vont se débarrasser spontanément du virus. Et puis, le corps, en fait, va avoir une espèce de réaction paradoxale et va se mettre à produire de façon anarchique les protéines de l'inflammation. Et donc, c'est ces protéines de l'inflammation qui peuvent arriver à tuer le patient parce qu'elles vont détruire les cellules du poumon. C'est comme si elles autodétruisaient les cellules du corps. Et donc, on développe des stratégies thérapeutiques pour limiter cette réaction inflammatoire. Et donc, par exemple, c'est des médicaments qui sont ce qu'on appelle des anti-interleukines. Les interleukines, c'est ces protéines de l'inflammation qui peuvent être délétères. On va produire des médicaments, on développe des médicaments contre ces interleukines, on développe aussi d'autres médicaments qui vont moduler l'inflammation. Et si on revient sur l'hydroxychloroquine, c'est exactement ce principe-là. Elle a une petite activité antivirale, mais surtout une grosse activité anti-inflammatoire qui va moduler l'inflammation. Bruno Lina, ça prend combien de temps de faire tous ces tests, d'être absolument sûr qu'un traitement ne serait pas plus dommageable pour la santé d'un patient que les bénéfices qu'il aurait pour un patient atteint du coronavirus? Ça prend combien de temps? Ça prend trop de temps, toujours. Mais en pratique, quand on part d'une molécule et que derrière, on voit l'ensemble de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avoir un résultat, eh bien, il faut compter au moins 3-4 mois. Donc, si on veut pouvoir construire un essai clinique proprement, avoir des résultats qui soient interprétables et qui soient justement suffisamment robustes pour qu'on soit sûr que le bénéfice du médicament est supérieur au risque de son administration et que surtout il a un effet qui est l'effet attendu, il faut plusieurs mois. Mais vous savez, plusieurs mois dans le contexte de cette évolution du virus, là, c'est finalement très peu de temps. Et on va essayer d'aller le plus vite possible, mais il faut avancer quand même raisonnablement pour ne faire pas prendre de risques aux patients lorsqu'on va commencer à les traiter. Vous savez, l'engouement pour un médicament, si un jour on dit qu'il marche, va être tel que va y avoir des millions de personnes qui vont le prendre, et à ce moment-là, on risque de voir apparaître des effets secondaires indésirables graves, et il faut qu'on soit très vigilant. Donc c'est pas parce que il y a à un moment donné un virus et un médicament qui marchent bien l'un avec l'autre que on a résolu le problème. Est-ce qu'on est tous dans cette logique-là ?
Est-ce qu'on est tous à se dire attention, soyons prudents, précisément ce que vous êtes en train de nous dire, ou est-ce qu'il y a, puisque là pour le coup vous nous parlez en tant que pour professeur et chercheur français, est-ce qu'il y a une forme d'unanimité de la part des chercheurs sur cette manière de procéder, ou est-ce que dans certains pays on pourrait avoir la tentation de dire on y va, on essaye? Non, il y a beaucoup d'impatience. Il y a beaucoup d'impatience et il y a beaucoup de volonté de faire bouger les lignes. Toutes les personnes qui essayent de faire bouger un petit peu le monde des antiviraux sont des personnes qui ont, au bout du compte, l'envie d'avoir une meilleure prise en charge des patients. Mais de temps en temps, on a un peu l'impression on confond vitesse et précipitation. Et il faut absolument prendre le temps de faire comme il faut, de façon à ce que derrière, on n'ait pas de regrets, qu'on n'élimine pas des pistes qui seraient intéressantes et que l'on abandonne trop vite, et inversement, qu'on se lance trop vite dans des choses qui finalement ne sont pas si bien que ça. En tout cas, ce qu'on retient ce soir, et on va continuer d'en parler, c'est quand même, il y a quelques pistes qui sont assez encourageantes dans ce que vous nous avez expliqué ce soir. En tout cas, c'est le chiffre sur lequel on insiste peut-être le moins. Les patients guéris, ceux qui sont sortis d'affaires après une hospitalisation et une quarantaine. Myriam Zéhar a recueilli le témoignage de Paul Ranard. Il a 70 ans et il y a 2 jours, il est retourné chez lui après un séjour à l'hôpital. On l'écoute. Tout d'abord, j'accepte de répondre, c'est pour montrer, être positif, pour montrer que c'est un virus qu'on peut guérir. J'ai eu une bronchite. Donc je suis allé au médecin qui m'a prescrit des traitements antibiotiques et Doliprane. Et puis j'étais malade le samedi et le dimanche, avec 38,5 de fièvre. Et puis le lundi, la fièvre est tombée. Puis le soir, j'apprends que j'avais été en contact avec le maire de la Balme de Sillingy, qui avait été positif, et puis une autre personne qui était positive. Donc je rappelle le 15, qui me dit vous venez le lendemain à l'hôpital d'Annecy pour passer un test. L'après-midi, j'étais à la mairie, on me rappelle, et puis on me dit voilà, monsieur, vous êtes positif, donc on vient vous chercher une ambulance tout de suite. C'était dur psychologiquement. Parce que quand on rentre comme ça à l'hôpital, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le souci de dire mais tous ceux que j'ai contactés, je ne voudrais pas qu'ils attrapent ce virus. C'est là que c'est dur. Et puis quand on est enfermé dans une chambre pendant une semaine, avec atmosphère, avec surpression pour pas que les microbes rentrent ou la MERS, c'est dur quand même. Puis quand on est enfermé comme ça, je pense que c'est même plus qu'une prison puisque on voit personne. Aujourd'hui, je suis 100% guéri. Ça fait 4 ou 5 jours. Je me contrôle ma température quand même matin et soir parce que j'ai plus de température, je ne tousse pas. Aujourd'hui, je suis 100% guéri. Et ce que je voulais témoigner là, c'est que c'est une maladie qui peut être grave, mais c'est une maladie surtout qu'on guérit. Il faut garder courage. Il faut garder courage et puis on vaincra encore cette maladie comme on a vaincu beaucoup d'autres. Mais il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est exempt, même les plus solides. Quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Du courage, quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Jean-Paul Hamon, votre réaction à ce témoignage qu'on vient d'entendre et disait, c'est dur psychologiquement. C'est dur psychologiquement parce qu'il est comme tout le monde. Il a entendu parler des complications, il a entendu parler de la réanimation. Il sait que à son âge, il fait partie des personnes à risque, même si on voit actuellement en réanimation de plus en plus de gens jeunes. Et voilà, donc on comprend qu'ils disent que ce soit dur psychologiquement, effectivement, parce qu'on voit personne en plus. Oui, vous êtes totalement confiné, là, vous êtes seul chez vous? Oui, je suis chez moi, j'ai mon épouse qui est à la maison, mon petit-fils qui est au 2e, qu'on croise, et qui a des repas en dehors de nous. Il va faire les courses, je lui mets la liste de courses,
Et puis, il fait une photo, il touche pas à papier. Donc. Jean-Paul Hamon vous voit là avec le sourire. Physiquement, pardon de vous poser la question comme ça, mais vous êtes à la fois médecin et malade, mais vous ressentez quoi? Vous avez de la fièvre? Vous êtes très fatigué? C'est ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. Ouais. Je suis vraiment fatigué, et puis j'ai pas eu de fièvre pendant 36 heures là, mais là par exemple ce soir là, c'est en train de remonter gentiment. Je sens qu'il y a des petits frissons, etc. Donc bon, c'est pas fini. Si vous voulez nous faire défaut et aller vous reposer, vous pouvez. Hein. Non, tout va bien. Alors, cette question qui nous est posée ce soir, est-on immunisé si l'on guérit du Covid-19 ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Alors, a priori, oui. En général, quand on a fait une infection virale, on a développé des anticorps. Mais ceci dit, on voit que tous les hivers, on peut être amené à faire plusieurs rhumes, pas forcément avec le même virus, mais parfois on peut attraper le même virus, encore une fois, et refaire un rhume. Il y a des données qui ont été publiées assez récemment, ces dernières semaines, qui montreraient que certaines personnes qui ont fait une infection, prouvée guérie, ont refait la même infection. Donc, de toute façon, on n'est pas identique devant la production d'anticorps qui protègent contre une maladie. Donc, on aurait tendance à dire que c'est une maladie qui est immunogène, c'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps quand on l'a attrapé, on ne la refait pas. Mais après, on en saura plus dans quelques mois quand on aura analysé tous les cas de maladie, quand on en saura mieux, un peu plus sur l'histoire naturelle. Bruno Lina, il paraît que les patients qui ont eu le coronavirus et qui sont guéris intéressent les scientifiques. Ah oui, ça je peux vous dire qu'ils sont très intéressants parce que justement, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que ces patients ont guéri. Quels sont les éléments de la réponse immunitaire qui a conduit à la guérison. Comme on le disait, aujourd'hui il n'y a pas de médicaments. Donc quand on guérit, c'est bien parce que notre système immunitaire a réussi à prendre le dessus sur le virus et à l'éliminer définitivement. Donc il faut que lorsque l'on pense à un vaccin, on se dise voilà la réponse immunitaire qu'il faut qu'on induise pour que finalement, lorsqu'on administre le vaccin, on induise cette réponse qui mettra la personne en résistance vis-à-vis du virus. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et l'autre chose, il faut qu'aussi on comprenne la durée de l'immunité. Alors sur les réinfections, il faut être précis parce que aujourd'hui, on sait que la durée de l'excrétion virale peut être longue. Elle peut durer 15, 20 jours. Mais c'est de l'excrétion virale qui est en très petite quantité. Donc, on ne peut pas être contagieux lorsqu'on excrète de si petites quantités de virus. Mais ce virus, il reste très longtemps dans le nez et dans nos poumons, parfois à de toutes petites concentrations. Et c'est juste à la limite de détection de nos tests. Donc, ce qui veut dire que de temps en temps, le prélèvement va dire négatif, puis il va dire positif, puis il va dire négatif. Et c'est pas une réinfection, c'est juste la persistance du virus. Mais sur le long terme, sur 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas si l'immunité acquise que l'on a après cette infection va être protectrice à terme. Et c'est juste ça qu'il faut qu'on apprenne aussi avec ce nouveau virus. Alors, vous nous avez dit que sans doute qu'on aurait un traitement avant d'avoir un vaccin. Où en est-on des tests sur les vaccins? Est-ce qu'il y a des travaux en cours qui sont menés par la France, par l'Europe? Est-ce que ce sont au fond des recherches qui se font ensemble ou de manière totalement parallèle? Ce sont des démarches, j'y connais rien, qui sont totalement différentes? Ou est-ce qu'au fond, c'est le même processus qui est amorcé? Peut-être Bruno Lina. Il y a plusieurs stratégies. Vous avez déjà évoqué dans votre reportage les différentes stratégies. Il y a ce qu'on appelle la vaccination ADN-ARN, qui est très novatrice, qui peut aller effectivement très vite, mais qui aujourd'hui, comme le disait Frédéric Tangy, n'a pas d'application réelle. Ça peut être la première application, donc ça vaut le coup de tester. Il y a le vaccin inactivé. C'est le vaccin, celui qu'on vous administre, comme la poliomyélite par exemple, c'est un vaccin inactivé. Il y a les vaccins vivants atténués, c'est le vaccin contre la rougeole. Et c'est le travail que utilise aujourd'hui Frédéric Tangy à l'Institut Pasteur, qui se dit, moi je vais prendre un virus, je le modifie un petit peu, je rajoute une protéine du virus, du coronavirus, et je vais infecter, mais sans rendre malade, des personnes qui vont s'immuniser. Et cette immunité va les protéger. Donc vous voyez, il y a beaucoup de stratégies différentes.
c'est très complémentaire, c'est aussi terriblement compétitif, mais ça alimente finalement l'ensemble de la connaissance et c'est très bien. Pourquoi vous dites terriblement compétitif? Je vais citer une phrase de Pasteur. La science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. Ça, c'est Pasteur. Mais ça veut dire qu'en ce moment même, vous avez parlé vous avez utilisé l'expression terriblement compétitif. On a des laboratoires privés, des États qui sont en compétition. Vous avez bien vu que M. Trump a voulu racheter la compagnie allemande. Ouais. Donc, il y a un enjeu de santé publique derrière. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit, si on a une réflexion un peu humaniste, l'objectif, il est de protéger la population mondiale. Donc, il faut que la proposition thérapeutique, les médicaments et la proposition vaccinale, elle soit disponible pour tous. Et donc, c'est pour ça que l'OMS fait une promotion de la recherche sur la vaccination avec l'idée derrière que ça profite à l'ensemble de la population mondiale et pas seulement à une population qui est soi-disant bien protégée par un individu. Donc, il faut avoir ça en tête. Mais quand je parle de terriblement compétitif, c'est dans le bon esprit de la compétition scientifique. C'est de se dire, on voudrait être le premier. On voudrait être celui qui a trouvé le vaccin et qui finalement va proposer la meilleure solution et celle qui pourra justement être appliquée à large échelle. C'est une saine compétition, c'est ça que vous nous expliquez. Géraldine Zamanski, on disait on veut être le premier. On a bien compris depuis quelques semaines déjà que pour la question du vaccin, il faudra être patient. Oui, de toute façon, mais c'est vrai que c'est un peu triste. Enfin, en particulier, la déclaration de Donald Trump, elle est très choquante parce que qu'ils mettent de l'argent, très bien, mais après qu'ils monopolisent la solution, ça c'est quand même vraiment aux antipodes de tout l'esprit, de ce qui existe même depuis le début. Ça a été refusé par les Allemands. Heureusement. Mais c'est vrai que depuis le début de cette épreuve, il y a quand même eu quelque chose au départ qui était extrêmement positif. On peut dire plein de choses et on a plein de réticences sur ce qui a pu venir comme information de la Chine. Mais en revanche, il y a une chose qu'ils ont faite très vite, c'est publier la séquence du gène de ce virus et ça a permis très vite à toute la communauté mondiale de créer des tests de dépistage, de se mobiliser et cet esprit-là, s'il s'altère maintenant, c'est dommage parce que c'est ce qui a vraiment permis d'aller quand même très vite puisque c'est vrai que Bruno Lille a dit il faut des mois pour développer un traitement mais en fait quand même on bénéficie justement des mois qui se sont passés en Chine. Si on peut mettre aussi vite en route un traitement chez nous parce que c'est quand même déjà très vite de commencer en ce moment un essai clinique, c'est parce qu'on bénéficie des données chinoises et parce qu'il y a eu des mises en exercice de tout ce qui est comité d'éthique, enfin, tout a été quand même exceptionnellement accéléré. Tous ceux qui ont participé à la lutte contre le VIH, là, ils ont l'impression de quelque chose qui va, mais beaucoup plus vite. 10 fois plus vite. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une vraie collaboration, une vraie coopération, une vraie transparence entre les essais qui sont faits dans différents pays, dans différents laboratoires, publics ou privés? Ah oui, parce que de toute façon, quand on monte un essai thérapeutique, on le déclare aux organismes compétents. Et donc, on a des bases de données dans lesquelles sont déclarés tous les essais thérapeutiques, toutes les cohortes observationnelles, etc. Et donc là, vous allez sur Internet, c'est un site américain, il y a aussi un site chinois qui fait la même chose, et vous avez accès à tout ce qui se fait avec telle et telle molécule. Il est obligatoire d'enregistrer ces essais. Donc, on a une vision en temps réel de ce qui est enregistré sur le plan éthique, enfin de ce qui est enregistré. Alors pas évidemment de toute la conception. La conception, ça reste quelque chose qui peut être pendant un temps donné confidentiel, mais à partir du moment où l'essai est construit, il est déposé dans la plateforme et donc on y a accès. Donc on sait ce qui se fait. Une dernière question avant d'aller au troisième reportage. Bruno, Lina, on manque d'argent ou pas pour trouver un vaccin, un traitement? Ou est-ce que là, j'allais dire, les fonds sont illimités parce que justement, c'est l'humanité, c'est le monde tout entier qui attend des bonnes nouvelles en matière de traitement et en matière de vaccins. Aujourd'hui, très objectivement, l'argent n'est pas un problème. Voilà. On voit la réaction des différents États et de l'Europe et du monde entier, en tout cas pour les pays qui ont les moyens de pouvoir débloquer de l'argent sur la recherche. Aujourd'hui, ça n'est pas un facteur limitant. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir des financements. Il y a eu déjà énormément d'argent qui a été mis sur la table. Vous savez que c'est pas forcément l'argent qui fait la solution, c'est aussi les idées et les bonnes initiatives. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement favorable. Comme ça a été précisé, c'est super important, avec énormément de transparence, de partage d'informations entre scientifiques et entre médecins. Si vous saviez le nombre de réunions internationales auxquelles on peut participer, qui est justement ce partage d'informations qui nous fait accélérer à toute vitesse la prise en charge des patients et la réflexion sur la maladie, c'est vraiment formidable.
Eh ben, c'est formidable de vous entendre dire que c'est formidable, Bruno Lina. On en vient au troisième reportage. Là aussi, peut-être des bonnes nouvelles qui nous viennent de Chine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Chine n'a rapporté ce jeudi aucune nouvelle contamination d'origine locale. Les 34 nouveaux cas ont été importés. Un résultat encourageant 3 mois après le début de l'épidémie. Walid Berissoul et Erwan Ilion. Wuhan, l'épicentre du Covid-19, sort petit à petit de sa longue hibernation virale. Les premiers habitants réinvestissent leurs avenues désertes. Et dans les parcs de la ville, comme ailleurs en Chine, la traditionnelle gymnastique matinale reprend ses droits, tout comme d'autres activités, mais toujours en gardant son masque et ses distances. Avant, j'étais psychologiquement très tendu, j'avais très peur. Ce sentiment de peur persiste, mais maintenant je me sens mieux. Par exemple, quand je fais mes courses, ça ne se passe pas comme à l'étranger avec les gens qui achètent en panique. Aujourd'hui, je suis dehors parce que je suis restée trop longtemps enfermée chez moi. Les gens peuvent sortir s'ils portent un masque et en règle générale, beaucoup d'endroits où l'on se rend vont mettre en place des points de contrôle pour prendre la température. Tandis que les personnels soignants mobilisés depuis des mois dans les hôpitaux du Hubei, principal foyer de l'épidémie, sont autorisés à quitter la ligne de front, célébrés en héros par la télévision d'État. Allez Wuhan, félicitations pour avoir rempli avec succès votre mission. Je vous souhaite à tous un bon voyage. Reposez-vous bien avant de retourner à la guerre contre l'épidémie. Notre mission n'est pas encore totalement terminée. La Chine vient de vivre un tournant historique selon les autorités. Pour la première fois ce jeudi, plus un seul cas domestique de Covid-19 n'a été déclaré sur le territoire. Officiellement, le compteur s'arrête donc pour l'instant à 80 928 cas, à 87% guéris et 3 245 décès, de loin le bilan le plus lourd. Mais désormais, le gouvernement chinois s'inquiète du nombre de malades arrivant de l'étranger, 34 pour la seule journée d'aujourd'hui. Alors depuis dimanche, quarantaine renforcée dans les aéroports de Pékin ou Shanghai. La Chine craint un retour de bâton de l'épidémie. Alors que son économie revient de loin. Pour la première fois depuis 30 ans, la production industrielle de l'usine du monde a reculé. Mais la reprise sera d'autant plus forte, promet le régime de Pékin. Les entreprises retrouvent progressivement leur niveau de production. Nous avons de plus en plus d'usines qui rouvrent, qui embauchent, et leur demande en main-d'œuvre va continuer à augmenter. Le niveau de vie de base de la population est assuré, la situation globale de la société est stable et les fondamentaux à long terme de notre expansion économique restent inchangés. Sur la voie de la guérison, la Chine se tourne vers l'Europe, frappée de plein fouet à son tour. Après l'Italie, c'est en France que Pékin met en scène son action humanitaire, en envoyant 1 million de masques à destination des hôpitaux français, qui en manquent cruellement. La Chine est disposée à prêter assistance dans la possibilité de nos moyens. Si la France en a besoin, on peut envoyer un groupe d'experts médicaux en France pour soutenir nos amis français. Les bons sentiments de celle qui reste encore la deuxième puissance mondiale. La Chine, berceau de l'épidémie, désormais investie d'une mission, aider le reste du monde à surmonter le Covid-19. Professeur Karine Lacombe, la Chine qui vient nous aider, on a nous aussi aidé la Chine lorsqu'il fallait faire. Oui, bien sûr, oui. En janvier, on a envoyé 17 tonnes de matériel, dont des ventilateurs, des respirateurs, etc. Donc c'est super que ce soit dans les deux sens. Cette question qui nous est posée ce soir, la Chine ne baisse-t-elle pas la garde trop tôt? Une seconde vague d'épidémie est-elle possible? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Bruno Lina, peut-être? On l'a perdu. Vous êtes avec nous? Non. Oui. Alors, oui, vous êtes là? Si, je suis toujours avec vous, excusez-moi. Oui, il faut bien comprendre que dans une épidémie, ce qui fait que l'épidémie s'arrête, c'est qu'il y a une immunité collective qui s'est mise en place. Et donc, on va avoir un arrêt de la circulation des virus lorsque un certain pourcentage de la population aura été immunisée. Il est probable, mais
de nouveau, on a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Une des raisons pour laquelle l'épidémie s'est arrêtée en Chine, c'est que ça combinait à la fois l'effort de confinement et l'immunité. Et ça a mis la Chine dans un état où aujourd'hui il n'y a plus de cas autochtones. Ce que l'on ne sait pas, c'est si ce niveau d'immunité acquis est suffisant pour empêcher le départ d'une nouvelle vague. Donc dire que ça va arriver, ça n'est pas certain, mais dire que ça n'arrivera pas n'est pas sûr non plus. Donc je pense que les jours qui viennent vont être très informatifs par rapport à la possibilité d'une reprise épidémique ou pas en Chine. Karine Lacombe. C'est sûr que pour être sûr que l'épidémie ne reprenne pas, si on estime que 50-60% de la population a été immunisée, donc constitue une barrière naturelle à l'avancée du virus, mais il faut être sûr que parmi les 40% de Chinois qui restent, c'est-à-dire beaucoup, hein, des millions et des millions et des millions, il faut être sûr qu'il n'y en ait pas plus un seul qui ait du virus. Et donc, c'est vraiment l'observation. Parce que certains pays ont fait ce choix-là. On pense notamment, alors la Grande-Bretagne qui a fait un virage sur l'aile et qui désormais a changé de stratégie, évidemment. Mais les Pays-Bas, qui n'ont pas un système sanitaire qui leur permet de faire ce que font la France notamment, ou l'Italie ou l'Espagne, en tout cas, ont choisi de dire, on va laisser le virus se diffuser dans la population et pratiquer l'immunité collective. C'est un choix dangereux. Allez-y, Karine Lacombe. Je pense que c'est un choix dangereux. C'est exactement le choix qu'avaient fait les Anglais. Oui, ils ont changé avant de changer d'avis. Ils ont peut-être changé d'avis un peu tard, d'ailleurs. Le fait de laisser faire le virus, ça veut aussi dire qu'on accepte qu'il y ait 2% des 60-70% de la population qui vont décéder, peut-être plus que 2%, parce que ces 2% sans qu'on apporte les moyens sanitaires pour essayer de traiter au mieux ces patients-là. Donc on va, en fonction de la taille de sa population, on va avoir des dizaines, des centaines de milliers de morts. Donc il faut savoir, est-ce que c'est le prix qu'on accepte de payer, qu'en tant que société on accepte de payer, quand on prend une décision de ce type-là? Jean-Paul Hamon, on vous entendait tout à l'heure assez en colère sur la question des masques, et vous n'êtes pas le seul, puisqu'on a appris aujourd'hui que les policiers souhaitaient, pour certains, exercer leur droit de retrait parce qu'ils n'avaient pas de masque pour aller effectuer des contrôles pour justement les Français qui ne respectent pas la distanciation sociale et qui sortent de chez eux. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la stratégie, au moins française, est parfaitement claire? La stratégie sanitaire? Oui, je pense que maintenant c'est clair, même si on peut regretter que ce soit un peu tardif. Le confinement doit être respecté. Il faut vraiment que les gens restent chez eux et que ce soit totalement respecté. Alors on a vu que visiblement il y en avait pas mal qui n'avaient pas bien compris la nécessité d'être confinés. Mais là maintenant, on a vu que la police prenait les choses en main. La Chine avait certainement davantage de moyens policiers pour faire respecter le confinement, ce qui explique le succès du confinement en Chine. Bon, enfin, je ne réclame pas un système comparable à la Chine en France quand même. On revient maintenant à vos questions. Alors, les questions SMS, alors je ne les ai pas devant moi. Alors, merci à tous, merci à tous les personnels de santé, pharmaciens, chercheurs, urgentistes, personnel des hôpitaux qui se battent au quotidien pour nous tous. Voilà, ça aussi, ça fait du bien. On a beaucoup de questions et de commentaires dans ce sens-là ce soir, donc je fais passer le message. Vous nous disiez en tout début d'émission que ça comptait. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on a quand même notre système de santé, que ce soit à l'hôpital ou en ville, est soumis à une épreuve extrêmement rude. On a complètement changé notre façon de travailler, on fait des longues heures, on est beaucoup à avoir travaillé depuis 3 semaines, tous les jours de la semaine. Beaucoup de confrères font beaucoup de gardes en plus du travail de la journée, donc oui, c'est très lourd. On sait que c'est pour le bien collectif et voilà, on est porté par ça aussi. Cette question, ce virus nous donne une leçon, il faut donner nettement plus de moyens à la recherche. Professeur Bruno Lina, vous qui êtes avec nous en duplex de Lyon, vous nous disiez tout à l'heure, l'argent dans ce cas-là, de cette crise sanitaire mondiale, c'est presque plus un problème? Là, aujourd'hui, les budgets ont été débloqués pour pouvoir apporter une réponse.
Donc c'est en ce moment que ça n'est plus un problème. Vous savez que les chercheurs, ils ont toujours besoin d'argent pour chercher, bien évidemment. Donc, et il faut aussi qu'on prenne dans la dimension recherche tout l'espace de la recherche. Il y a la recherche très appliquée, qui est avec une finalité courte, c'est celle qu'on essaye de mettre en œuvre maintenant. Et puis il y a la recherche de long terme, celle qui est sans finalité, qui est de la recherche de connaissances. Et c'est souvent cette recherche-là qui est considérée comme le parent pauvre parce que plus difficile à financer. Donc il faut bien prendre le poids pour financer l'ensemble des activités de recherche. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires et elles s'alimentent l'une avec l'autre. Une autre question, ne prend-on pas des risques en développant un vaccin dans l'urgence? Il pourrait y avoir des effets secondaires importants. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il faut aller prudemment, avancer avec prudence. On ne peut pas faire de compromis avec la sécurité, que ce soit la sécurité d'un vaccin ou la sécurité d'un médicament. Donc oui, il faut absolument respecter les règles de développement pour allier sécurité et efficacité. Que penser de la chloroquine, Bruno Lima? Mais la chloroquine, je vous ai déjà dit ce qu'il fallait en penser. C'est une possibilité. Il faut qu'on l'évalue. Il faut qu'on l'évalue comme il faut, dans un essai avec une grande taille. C'est ce qui va être fait avec l'essai dans le cadre du protocole REACTing et de l'essai qui est en train de se mettre en place. Donc, on aura des réponses vis-à-vis de l'intérêt de la Nivaquine dans quelques semaines. Quelques semaines, dites-vous? Oui, parce qu'on a un système qui va permettre de recruter beaucoup de patients dans cet essai assez rapidement. Je vous ai dit que c'était un essai potentiellement international. Il y a 4 centres qui vont être ouverts dès le début de la semaine prochaine en France. Potentiellement 3 ou 4 autres vont rapidement se mettre en œuvre aussi. On attend 200 patients par bras, donc ça peut aller assez vite. Une fois que ce test est fini, imaginons que ça fonctionne bien, on a envie de croire à des choses positives en ce moment, il faut combien de temps pour arriver à produire suffisamment de ce médicament? Là, ça prend du temps aussi. Après, il faut que les chaînes... Alors, si c'est un médicament qui est déjà connu, c'est-à-dire que c'est un médicament qu'on va repositionner, ce qui est le cas des médicaments actuellement utilisés, on a déjà les chaînes de production. Donc après, il faut lancer en production. Et puis après, c'est tout le système de production, distribution. Donc ça peut aller assez vite. Donc ça peut être assez vite, beaucoup plus vite que quand c'est un médicament extrêmement innovant. Après, pour abonder dans le sens du professeur Lina, quand on a une urgence sanitaire de ce type-là, on a des moyens méthodologiques pour évaluer de façon intermédiaire l'efficacité de tel bras ou tel bras de traitement. Donc, dès qu'on sait qu'il y a un bras qui se détache nettement des autres, eh bien, dans ce cas-là, on peut être amené à arrêter l'essai et à directement aller vers la mise sur le marché du traitement. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'essai avec tous les patients inclus. C'est vraiment des subtilités méthodologiques qui nous permettent de faire ça. Ça, ce sera une décision nationale, internationale, à un moment donné, de dire c'est ce médicament qu'il faut pour traiter le coronavirus? Ça, c'est une décision scientifique, évidemment internationale. L'essai dont on vient de parler est un essai international. Et donc, on a un comité scientifique qui gère cet essai et qui va dire, à un moment donné, aux politiques, on voit que ce bras-là de traitement se détache des autres, fait mieux que les autres. Et donc, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Je rajoute une question. Le jour où on a un traitement qui fonctionne, on reprend une vie normale? C'est ça qui se passe, Bruno Lina? Ça ne fera pas disparaître le virus, c'est-à-dire que notre vie, ce sera plus simple en tout cas, c'est clair. Ce qu'il faut, c'est que ce traitement, lorsque l'on est avec une pandémie, la demande elle est mondiale. Donc il va falloir qu'on puisse l'offrir à tout le monde, dans toutes les régions du globe. Donc vous voyez que là aussi le défi va être considérable parce qu'il va y avoir les premières doses produites et puis après celles qui seront libérées et utilisables. Donc ça nous rendra la vie beaucoup plus simple, ça ne fera pas disparaître le virus, mais en tout cas, ça fera réduire les formes graves et les décès, et ça va faire rentrer ce virus dans l'ordre, en quelque sorte, comme les rhumes banaux. Tout à fait. Une question pour vous, Jean-Paul Hamon. Là, pour le coup, aux médecins, les fumeurs sont-ils plus exposés que les autres? Les fumeurs? Oui, les fumeurs. Oui, ils sont, bien sûr, ils sont plus exposés, dans la mesure où il y en a beaucoup qui ont des bronchites chroniques et des insuffisances respiratoires. Il est clair que les fumeurs font partie des personnes à risque. Une autre question pour vous. Je suis allergique au paracétamol. Comment puis-je faire pour baisser la température, Jean-Paul Hamon? Ça, c'est une bonne question. Ouais.
Qui peut répondre à cette question? On n'a pas le droit à l'ibuprofène. Voilà, donc surtout pas d'anti-inflammatoires. Et bien après, des antipyrétiques, les médicaments qui font baisser la fièvre, on n'en a pas tant que ça. Donc il faut prendre, je pense, des moyens naturels, je dirais, des bains d'eau à température ambiante, etc. etc. C'est compliqué. Non plus, hein. Pas d'aspirine, Tout le exactement. monde parle de L'aspirine est aussi un anti-inflammatoire. Absolument. Pas d'aspirine, pas d'anti-inflammatoire. Paracétamol, quand on a une allergie vraie au paracétamol, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais malheureusement, il y en a quand même un peu. Voilà, c'est des moyens naturels. Est-ce que le coronavirus est en train de muter ou a déjà muté, ce qui entraînerait des difficultés pour la recherche? Alors, professeur Lima. Non, le virus n'a pas muté. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il évolue effectivement, puisque depuis qu'il est sorti de son réservoir animal, il a un petit peu évolué. Il y a eu beaucoup de publications qui ont voulu montrer un petit peu des évolutions génétiques du virus, mais ce virus, il est stable, ils se ressemblent tous. Il n'y en a pas des plus contagieux, des plus dangereux, des plus pathogènes. Ils ont tous, même s'ils ont des petites nuances dans les séquences, ils ont tous exactement la même nature. Il n'y a pas de mutation sur ce virus. Vous le connaissez bien maintenant, ce virus, Bruno Lina? Malheureusement, oui, j'ai appris à le connaître pas mal maintenant. Oui. Mais il comporte encore quelques mystères pour la recherche, forcément. Une autre question. Masque et gel en quantité suffisante, n'est-ce pas la priorité du moment, Jean-Paul Hamon? Masque, oui, bien évidemment. Bien évidemment, c'est fatigant d'avoir à le répéter. Et je vous assure que je pense à tous mes collègues qui les attendent, à mes collègues de l'Oise qui sont en pleine épidémie et qui n'ont touché qu'une demi-boîte de masques chirurgicaux. Je peux vous dire que ceux-là, l'administration française n'a pas intérêt à mettre les pieds dans l'Oise parce que je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. Ils arrivent, les masques. Il y en a qui arrivent. Hein. Ils commencent à arriver, heureusement. Mais il y a un truc qu'on n'a pas forcément dit ce soir, c'est pourquoi c'est si important le confinement, c'est qu'il y a des gens qui portent le virus sans symptômes et c'est eux qui peuvent transmettre. Donc, allez, une dernière question. C'est le concept qu'on peut transmettre le virus sans savoir qu'on l'a. Mon boulanger travaille sans gants pour prendre le pain et rendre la monnaie. Est-ce sans danger? Alors, on peut parler très longtemps de la persistance du virus sur les surfaces inertes. Il semblerait quand même que ce soit vraiment par les mains. Donc il faut que ce boulanger peut-être se lave les mains, mettre des gants, etc. Et moi, dans les boulangeries où j'ai pu aller depuis ces derniers jours, je trouve que ça a été très communément intégré dans la façon d'être. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été en ligne et en direct avec nous sur ce plateau ce soir. Bon rétablissement à vous, Jean-Paul Hamon, et merci d'avoir tenu jusqu'au bout de l'émission parce que parfois c'était dur et la fièvre, vous nous le disiez, est en train de monter vraiment sincèrement. Bon courage, bon rétablissement. Et puis ce soir à 20h, pour vous tous, il faut aller sur les balcons et applaudir les médecins. Belle soirée sur France 5.